Tout a commencé sous une lune rouge, sans avec une tragédie qui a tout changé. Fifi n'était qu'une gamine quand son monde est parti en fumée. Son père, le grand dragon doré, avait été assassiné par des humains. Elle a couru aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient, les hurlements et la chaleur des flammes résonnant encore dans ses oreilles. Derrière elle, les chasseurs hissaient leurs drapeaux sur les ruines de sa maison. Le roi des humains se tenait triomphalement au-dessus de l'énorme cadavre du dragon, ses hommes agenouillés dans la poussière. Pour lui, ce n'était pas juste une partie de chasse. C'était le pactole, et il avait enfin le prix qu'il traquait depuis si longtemps. Il ne voulait pas juste le tuer. Il voulait le prestige qui allait avec, prévoyant de se forger une couronne à la hauteur de son ego démesuré. Mais le dragon doré n'était pas la seule cible. Il voulait aussi sa fille, sachant que ses restes étaient tout aussi précieux pour leur magie tordue. Pendant que les soldats réclamaient sa tête, Fifi ne pouvait que continuer à fuir, terrorisée par les monstres à ses trousses. Elle était toute seule maintenant, avec rien d'autre que les larmes qui coulaient sur son visage. Dans son cœur, elle pouvait encore sentir la présence de son père, tendant la main vers elle une dernière fois. Il l'avait supplié de fuir et de se mettre à l'abri, même si ça impliquait de cacher sa vraie nature et de vivre parmi ceux qui l'avaient tué. S'accrochant à ces derniers mots, elle a disparu dans la nuit, une minuscule survivante dans un monde qui voulait sa peau. Des années ont passé, et on se retrouve dans une ville paisible où le soleil brille un peu trop fort pour un endroit avec un passé aussi sombre. Planqué dans une rue calme, il y a un tout nouveau magasin de fleurs qui fait de son mieux pour paraître accueillant. À l'intérieur, les étagères sont blindées de bouquins de développement personnel sur comment gérer un business, et surtout, comment avoir l'air d'un mec normal. Voici Andromeda, un assassin légendaire à la retraite qui a troqué ses lames contre des lys et qui galère actuellement avec sa routine matinale devant le miroir. Il suit un guide sur comment sourire, forçant littéralement son visage à prendre une expression qu'il croit amicale. D'après ses bouquins, le pouvoir du sourire est la clé du succès, alors il fait une sacrée gymnastique faciale pour y arriver. Il entend des clients potentiels dehors et décide que c'est l'heure du show. Deux femmes s'arrêtent, admirant la magnifique vitrine qu'il a préparée. Tout a l'air parfait, les couleurs pètent et le parfum est doux. Mais là, le proprio de la boutique sort enfin pour les accueillir. Andromeda leur sort son meilleur accueil sympa, qui donne plus l'impression qu'il va bouffer leurs âmes plutôt que de leur vendre une marguerite. Les meufs sont absolument horrifiées quand il se penche vers elles, essayant de leur offrir un bouquet avec une voix de rocaille. Inutile de dire qu'elles n'achètent rien et se barrent en courant comme si elles venaient de voir un fantôme. Andromeda reste planté là, se demandant une fois de plus pourquoi son service client foire autant. Il retourne bosser, ses paluches géantes ayant l'air beaucoup trop grosses pour le délicat sécateur qu'il tient. Ce gars était le meilleur tueur du roi, mais maintenant c'est juste un fleuriste nommé Andromeda qui n'arrive même pas à faire une vente. Il soupire, ressentant tout le poids de la vieillesse alors que sa vue se brouille et que ses mains se mettent à trembler. Il sait qu'il perd la main, et c'est dur à avaler pour un mec qui fut une légende. Il regarde son sécateur et ne peut s'empêcher de penser à la façon dont il aurait utilisé un tel outil dans son autre vie. C'est une pente glissante pour un homme qui essaie de se ranger, et il le sait. Il secoue la tête pour chasser ses pensées violentes, essayant de se concentrer sur son nouveau but pacifique. « Non, je suis fleuriste maintenant », se dit-il, bien décidé à suivre les conseils du bouquin et à trouver son propre sourire d'abord. Il se motive, refusant de laisser tomber sa quête d'une vie normale et heureuse. Quand un autre type passe par là, Andromeda tente une approche différente, lui proposant des herbes légales avec un regard qui hurle « deal chelou » dans une ruelle sombre. Sans surprise, le mec le regarde une fois et détale dans la direction opposée. Andromeda s'affale sur son comptoir en plein désespoir, pendant que des parents qui passent disent à leurs gosses de ne pas regarder le monsieur qui fait peur. Il a le cœur brisé parce qu'il croit vraiment qu'un magasin de fleurs devrait être un endroit d'où les gens repartent heureux. Il se prend littéralement la tête entre les mains, frustré et complètement largué sur la raison pour laquelle tout le monde le traite comme un monstre. Mais là, il entend un tout petit bruit et lève les yeux pour voir quelque chose, ou quelqu'un, qui se tient réellement devant son comptoir. Fifi est là, planté devant le comptoir, tremblant comme une feuille. Andromeda baisse les yeux vers elle, s'excusant direct d'avoir fait peur à la pauvre gamine. Mais intérieurement, il fait une crise. Il ne l'a pas senti arriver du tout, et il commence à se dire qu'il est vraiment devenu sénile. Pour un type qui était un assassin de classe mondiale, perdre son sens de l'observation, c'est grave. Il essaie de la jouer cool, lui demandant si elle fait juste une course pour ses parents. Il devine qu'elle a voyagé super loin, juste en regardant ses bottes usées. La gamine ne dit pas grand-chose au début, restant juste là dans sa cape trop grande pour elle. Il se penche et lui demande si elle s'appelle Fifi, essayant de briser la glace. Il veut savoir ce qu'une gosse comme elle pourrait bien chercher dans un endroit pareil. Fifi est clairement nerveuse, osant à peine regarder le vieux géant dans les yeux. Elle hésite une seconde, un sombre souvenir refaisant surface dans un coin de sa tête. Elle se rappelle le jour où la tête de son père a été plantée sur une pique par les mêmes humains qui voulaient se faire une couronne avec ses restes. Finalement, elle murmure qu'elle cherche une couronne, ce qu'Andromeda trouve plutôt ambitieux pour un si petit bout de chou. Il doit lui avouer que c'est juste un magasin de fleurs ici, pas une bijouterie,
et qu'il n'a pas d'accessoires royaux qui traînent. Mais ensuite, il lui dit d'attendre une seconde pendant qu'il bricole un truc. Il lui présente une simple couronne d'herbe couronnée. C'est un truc tout humble, mais pour Fifi, c'est la chose la plus magnifique qu'elle ait jamais vue. Elle la fixe, ses yeux reflétant la lumière dorée des fleurs. La voir la ramène à une époque plus heureuse, avant que le feu et les chasseurs ne lui prennent tout. Mais le souvenir est trop lourd, et la pauvre gamine commence à craquer en plein milieu du magasin. Andromeda est complètement paumée, s'excusant et pensant l'avoir offensée avec une couronne aussi cheap. Fifi est inconsolable, hurlant le nom de son père alors que le poids de son traumatisme s'abat enfin sur elle. Avant même qu'il ne puisse réagir, la petite s'éteint et s'effondre par terre. Ses yeux deviennent vitreux et elle tombe dans un profond sommeil d'épuisement. Quand elle rouvre enfin les yeux, elle se retrouve allongée sur un canapé vers super confort à l'intérieur de la boutique. Andromeda est assis pas loin, lisant calmement son bouquin, et la salue dès qu'elle se réveille. Il lui dit qu'elle devait être claquée pour s'évanouir comme ça au beau milieu d'une conversation. Pendant qu'elle dormait, il a pris le temps de lui faire une vraie couronne de fleurs, bien mieux que la première. Fifi tient les fleurs, réalisant que malgré sa dégaine flippante, ce mec a vraiment pris soin d'elle. Elle ne sait toujours pas quoi penser de lui. Est-ce un gentil humain, ou cache-t-il quelque chose de dangereux derrière ses lunettes? Pendant un instant, tout semble paisible, comme si elle était de retour sur les terres des dragons avant que tout ne parte en vrille. Elle parvient à lâcher un petit merci, son premier pas pour faire de nouveau confiance à quelqu'un. Mais la paix ne dure pas, car Andromeda entend soudain du grabuge venant de la devanture du magasin. Un énorme fracas résonne dans le bâtiment. Quelqu'un vient de renverser un de ses tonneaux de fleurs d'un coup de pied. Dehors, un groupe de soldats a débarqué, et ils ne sont clairement pas là pour acheter des roses. Andromeda et Fifi sortent voir ce qui fait tout ce boucan. À la tête du groupe, il y a un capitaine qui agit comme s'il était chez lui, se plaignant bruyamment d'une odeur de lézard. Andromeda tient bon, demandant pourquoi l'armée vient faire chier un simple vieux fleuriste. Fifi se fiche dès qu'elle les voit. Ce sont les mêmes enfoirés qui ont traqué sa famille. Le capitaine recale Andromeda, disant aux vieux de se mêler de ses affaires et de dégager de leur chemin. Mais là, Fifi remarque le bracelet en or au poignet du capitaine, et son cœur s'arrête. Elle reconnaît le motif. C'est le bras de son père, littéralement transformé en bijou pour qu'un humain puisse frimer avec. Le capitaine lève son bracelet lumineux, se foutant de la gueule de Fifi et la traitant de « morveuse du dragon doré ». Il balance son chapeau, appréciant visiblement le regard terrifié de la petite fille. Fifi tremble, paralysée de réaliser que les restes de son père ont servi à fabriquer le bijou sur le poignet de ce mec. Andromeda se tient juste derrière elle, sa présence silencieuse étant la seule chose qui l'empêche de péter les plombs complètement. Le capitaine ne s'arrête pas là, se vantant de vouloir la mettre en pièces tout comme ils l'ont fait avec son père. Il souligne que le bracelet est un chef-d'œuvre fabriqué à partir du légendaire dragon doré lui-même. Pour lui, la vie de son père n'était rien de plus que de la matière première pour un artefact magique de haut niveau. Une épée scintillante apparaît dans le ciel, cruel rappel de ce que les chasseurs ont fait avec le pouvoir du dragon. Les yeux de Fifi s'écarquillent d'horreur alors que tous les traumatismes de son passé remontent d'un coup. Le capitaine la surplombe, imaginant déjà la récompense qu'il touchera en ramenant les restes de la fille au roi. Il rigole comme un psychopathe, persuadé que cette trouvaille va l'aider à grimper les échelons militaires en un rien de temps. Le souvenir de son père est la seule chose à laquelle elle peut penser pendant que le capitaine se prépare à frapper. Il fonce, mais Andromeda bouge avec une vitesse impossible pour un mec de son âge. Le capitaine frappe dans le vide, complètement largué par la façon dont le vieux vient de se volatiliser. Andromeda est soudain derrière lui, tenant Fifi contre lui et ayant l'air plus saoulé qu'effrayé. Le capitaine commence à suer, captant enfin que ce « papy » est peut-être bien plus dangereux qu'il n'en a l'air. Andromeda leur suggère calmement de se barrer, juste pour leur propre sécurité. Mais le capitaine est trop arrogant pour écouter, et ordonne à ses hommes de buter le « vieux débris de merde » en premier. Les soldats attaquent de tous les côtés, armes dégainées, prêts à refroidir le fleuriste. Andromeda se contente de soupirer, marmonnant qu'il ne supporte pas les soldats à sang chaud qui ne savent pas quand s'arrêter. Il dit à Fifi que tout va bien se passer, sa voix étant posée même s'il est encerclé d'ennemis. Il ajuste ses lunettes, et pendant une fraction de seconde, le regard d'un assassin légendaire refait surface. L'un des soldats saute en l'air, hurlant un cri de guerre en abattant son épée. Andromeda n'utilise même pas une vraie arme. Il sort juste un simple sécateur et brise la lame du soldat comme un cure-dent. D'un mouvement fluide, il dégage le mec d'un coup de pied avant même que les autres ne percutent. C'est une masterclass de combat. Il démonte des soldats entraînés avec rien d'autre que des outils de jardinage et un talent brut. L'impact envoie les types voler en arrière, soulevant un énorme nuage de poussière dans la rue. Fifi ne peut qu'halluciner en voyant le fleuriste effrayant démanteler sans effort toute une escouade de troupes d'élite. Les soldats finissent par gémir au sol, leur ego et leurs os brisés à parts égales. Le capitaine reste planté là tout seul, la mâchoire décrochée en regardant ses hommes étalés par terre.
Il bafouille, posant enfin la question que tout le monde se pose. T'es qui, bordel? Andromeda se tient au milieu du carnage, donnant l'impression de ne pas avoir versé une goutte de sueur. Il fait un geste vers sa petite boutique paisible, les fleurs balançant encore doucement sous le vent malgré le bordel. Il regarde le capitaine droit dans les yeux et lui dit qu'il est juste un vieux sénile qui tient un magasin de fleurs, et qu'il apprécierait qu'il n'abîme pas ses plantes. Il prétend être un papy lambda, un simple fleuriste qui veut juste mener une vie tranquille. Le capitaine ne gobe pas cette comédie d'humilité une seule seconde. Avant que quiconque ne puisse réagir, Andromeda disparaît dans un nuage de poussière. L'officier hurle à ses soldats de le retrouver tout de suite. Mais il est déjà derrière un mur, gardant Fifi à l'abri de l'embrouille. Il lui dit de se planquer un peu pendant qu'il va discuter avec les soldats. Les yeux de Fifi s'agrandissent quand elle réalise que le capitaine porte le bracelet de son père. La vue des restes de son père la pétrifie sur place. Voyant sa réaction, le capitaine se fout d'elle en demandant si ça lui appartient. La pauvre Fifi s'effondre, incapable de retenir ses larmes. Le fleuriste devient silencieux, son regard devenant froid comme la glace. Il pose une main rassurante sur sa tête pour arrêter ses pleurs. Il lui donne sa parole qu'il va lui récupérer ce bracelet. Quelque chose change dans son regard lorsqu'elle lève les yeux vers lui. Il lui chuchote de rester discrète pendant qu'il retourne au front. Il fonce sur le groupe de soldats à une vitesse hallucinante. Le capitaine exige de savoir où est la fille du dragon doré. Andromeda leur dit qu'elle est loin d'ici et qu'ils ont intérêt à lâcher le bracelet et à se tailler. Fifi regarde depuis le coin, le regardant affronter l'armée. Il les prévient une dernière fois que ce vieux sénile ne va pas se laisser faire. Le capitaine ressent l'écrasante soif de sang qui émane de lui. Il réalise qu'il n'a pas affaire à n'importe quel vieux schnock. C'est là qu'il remarque le tatouage, la marque des assassins personnels du roi. On raconte que ces monstres peuvent anéantir une compagnie entière à eux seuls. Il n'arrive pas à croire qu'un tueur légendaire puisse porter un tablier avec un smiley. Andromeda lâche juste un petit rire sec. Le capitaine serre les dents, ayant l'impression qu'on se fout de sa gueule. Il hurle au vieux d'arrêter de se foutre de lui. Il attrape son poignet, prêt à activer sa carte maîtresse. Le sang gicle partout alors que l'artefact magique commence à réagir. Il prétend que c'est du gâchis d'utiliser ce pouvoir sur un vieux sac d'os. Il s'apprête à libérer la véritable horreur cachée dans le bracelet du dragon. Un énorme œil à la pupille fendue s'ouvre alors qu'il promet d'en finir avec le fleuriste. Son bras droit se transforme en un membre de dragon grotesque, aux écailles rouges. Andrómeda regarde la transformation, sinceramente choqué. Fifi est paralysée de voir la chair de son père tordue pour en faire une arme. Le bras monstrueux domine tout, dégoulinant d'énergie sombre. Dans un hurlement meurtrier, le capitaine abat sa griffe. Le sol explose sous la violence inouïe de l'attaque. Andrômeda encai-se onde de choc. Il s'élance à travers la fumée pour réduire la distance. Le capitaine balance sa massive griffe de dragon à une vitesse terrifiante. Andromeda réalise qu'il ne peut pas gagner ce combat s'il se retient. Il sait que s'il n'y va pas avec l'intention de tuer, c'est lui qui finira 6 pieds sous terre. Le capitaine le provoque, disant que même le plus fort des assassins reste un humain. Il plonge pour l'achever, hurlant que le vieux n'a aucune chance. Andromeda serre les poings, réalisant qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser son pouvoir caché. Il crie pour que cette folie s'arrête, mais c'est trop tard. Fifi est déjà en train de courir, ses petits pieds martelant le sol. Elle veut désespérément récupérer son père, fonçant droit vers le danger. Andromeda lui hurle de rester en arrière, le visage déformé par la panique. Le capitaine sourit d'un air narquois, tendant sa main monstrueuse. Il frappe, rigolant en remarquant que la petite morveuse s'est livrée directement à lui. Fifi se fige, les yeux écarquillés de terreur alors que le coup s'abat. Andromeda pousse ses limites, terrifié à l'idée de ne pas arriver à temps. Ses yeux s'embrasent d'une intensité mortelle, il a fait son choix. Une énorme gerbe de sang teint l'air en rouge. La poussière et les débris retombent alors que le bruit de l'impact se dissipe. Fifi lève les yeux et voit le fleuriste agenouillé devant elle, la protégeant du coup. Le sang frais imbibe ses vêtements à cause des profondes entailles dans son dos. Il arrive à peine à la regarder, haletant pour lui dire de fuir pendant qu'elle le peut encore. Il lutte pour rester debout, servant de mur de chair et d'os entre elle et l'ennemi. Fifi s'effondre à côté de lui, pleurant et demandant pourquoi il a fait ça. Il perd ses forces rapidement, soufflant qu'elle doit se dépêcher de foutre le camp. Elle est rongée par la culpabilité, sanglotant que tout est de sa faute. Il lui donne un dernier ordre désespéré, celui de courir. Elle ne peut que cacher son visage dans ses mains, son monde s'effondrant. La vie d'Andromeda défile devant ses yeux. Une vie entière à prendre aux autres et à semer la misère. Il voulait faire juste une bonne action, mais au lieu de la faire sourire, il n'a fait que la faire pleurer. Dans ces derniers instants, sa seule pensée est que Fifi survive. Une botte lourde se pose sur la terre craquelée juste devant eux. Le capitaine les domine, se moquant de l'assassin légendaire qui s'est ramolli avec l'âge.
Il ricane, trouvant ça pathétique que le tueur monstrueux ait fini par être aussi naïf. Il reporte son attention sur Fifi, détaillant exactement comment il va la découper. Les soldats se rapprochent, et Fifi ressent le poids écrasant de la réalité. Le fleuriste est mort par sa faute. Elle a tout perdu, incapable de sauver son père ou l'homme qui a essayé de la protéger. Elle est hantée par sa propre impuissance, un cauchemar dont elle ne peut pas s'échapper. Elle se souvient de la dernière requête de son père, lui demandant un simple sourire. Soudain, un pilier de lumière aveuglant jaillit du corps d'Andromeda, balayant les soldats en arrière. Le capitaine fixe la lueur, complètement pris au dépourvu. Sous la lumière, le visage d'Andromeda commence à changer, les années s'effaçant littéralement. Fifi regarde, choquée, l'énergie explosée autour d'elle, alors que le capitaine l'engueule de ne pas avoir abandonné. Les soldats s'en foutent et chargent dans la lumière, l'âme dégainée pour l'achever. Une forte inspiration d'air signale un retour soudain à la vie. Un seul œil s'ouvre brusquement, perçant le brouillard avec une vigueur renouvelée. Le sol tremble alors qu'une violente vague de pouvoir explose depuis le centre. L'onde de choc est si puissante qu'elle projette les soldats en armure dans les airs comme des feuilles dans la tempête. Fifi ne peut qu'observer la scène dans un silence médusé. À travers la lueur qui s'estompe, une silhouette grande et puissante émerge de la fumée. Andromeda sent le poids des années s'envoler alors que son corps guérit en un instant. Le capitaine recule, sa confiance pulvérisée par cette vision impossible. Il hurle sur le « vieux », cherchant désespérément une explication à cette transformation. Andromeda reste campé sur ses positions, déterminé à protéger Fifi quel qu'en soit le prix. Les derniers résidus d'énergie magique s'envolent avec le vent. Fifi fixe son protecteur, bouleversé par le changement de sa présence même. À la place du fleuriste se tient un guerrier mortel dans la fleur de l'âge, marqué par un tatouage floral et un regard à vous glacer le sang. Se dressant fièrement face à l'ennemi, il regarde la petite fille derrière lui et lui demande si elle va enfin lui décrocher un sourire. Le colonel le fixe avec incrédulité, incapable de digérer ce qui se passe devant lui. Il sait que ce dernier coup aurait dû signer sa fin, et pourtant le vieux fleuriste est toujours debout. L'officier n'en croit pas ses yeux. L'homme dont il se moquait l'instant d'avant a complètement changé. Andromeda se tient droit, son corps vieux et fragile remplacé par la carrure musclée d'un guerrier à son apogée. Il lève la main, testant la force de ses doigts. Ses blessures ont disparu, et il sent la puissance pure affluer dans ses membres rajeunis. Il jette un œil vers Fifi, se demandant si la petite fille dragon est la cause de ce miracle. Fifi le fixe juste de ses grands yeux, sous le choc de la transformation. Un des soldats décide de tenter sa chance et charge pour le buter. Le mec hurle, balançant son épée de toutes ses forces. Fifi pousse un cri de panique en voyant la lame descendre. Mais Andromeda ne bronche même pas, il bloque le tranchant de la lame à main nue. Le soldat se fige, plongeant dans le regard d'un mec qui n'est plus du tout un simple fleuriste. Andromeda avoue qu'il ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais il remercie la gamine de l'avoir ramené. Il affiche un petit sourire mortel tout en se préparant à régler ses comptes. Les soldats explosent de rage, lui fonçant dessus de tous les côtés. Ils n'ont aucune chance. Pour Andromeda, leurs mouvements sont ridiculement lents. Il ressent une vague de nostalgie alors que ses vieux instincts reprennent le dessus. Ça faisait un bail qu'il ne s'était pas senti aussi vif. Les soldats frappent dans le vide, leurs cris remplissant l'air. Mais à ses yeux, c'est comme s'ils bougeaient au ralenti dans de la mélasse. Ils bougent à la vitesse de l'éclair, disparaissant de leur champ de vision en un clin d'œil. Les mecs regardent autour d'eux, confus, cherchant un ennemi qu'ils n'arrivent plus à suivre. Une seconde plus tard, ils sont tous face contre terre. Le dernier soldat debout bafouille de terreur, complètement surpassé. Andromeda lui dit de se détendre. Il n'a utilisé que le plat de sa lame. Il n'est plus là pour tuer. Ses sens sont aiguisés comme des lames de rasoir, tout autour de lui devenant d'une netteté parfaite. Le colonel observe depuis les ombres, hypnotisé par l'ampleur du pouvoir de l'assassin. Un des soldats restants perd son sang-froid et se met à cavaler. Il hurle que ce mec est un monstre, désespéré de fuir le carnage. Le déserteur s'arrête net, sentant une présence terrifiante derrière lui. Il se retourne et voit son propre commandant le surplomber. Les yeux du colonel brûlent d'une lumière froide et prédatrice. Sans un mot, il exécute son propre subordonné, déclarant que la désertion est passible de mort. Andromeda regarde ça avec dégoût, les traitant tous de pathétiques. Le colonel se contente de sourire, son esprit déjà rongé par l'avidité. Il réalise que le pouvoir de rajeunissement a bien plus de valeur que n'importe quel dragon. Il s'imagine la joie du roi quand il lui ramènera le secret de la jeunesse éternelle. Fifi tremble quand le regard de l'officier se pose sur elle. Andromeda s'interpose, formant un mur de protection silencieux. Il dit au colonel de lâcher le bracelet et de se barrer pendant qu'il le peut encore. Sa voix est posée, mais l'avertissement est clair. Quiconque touche à Fifi ne vivra pas assez longtemps pour le regretter. Fifi est morte de peur, les larmes coulant sur son visage en voyant la situation dégénérer. Le colonel bout de rage, l'envoyant carrément par vagues.
Il dit à Andromeda de ne pas faire le malin. Il se fout de l'ancienne réputation d'Andromeda, il a le pouvoir d'un dragon de son côté. Dans un rugissement monstrueux, le colonel s'envole pour balancer une attaque dévastatrice. Andromeda dit calmement à Fifi de reculer, le regard fixé sur la menace qui approche. Ses yeux verront sont verrouillés sur sa cible, calculant son prochain mouvement avec une précision glaciale. Le colonel s'écrase au sol avec assez de force pour briser la terre elle-même. Une onde de choc massive explose, soulevant un nuage aveuglant de poussière et de débris. L'officier regarde partout comme un fou, ses yeux noirs cherchant son adversaire. Il hallucine. Andromeda a complètement disparu du centre du cratère. Le colonel admet que le pouvoir d'Andromeda est vraiment hors norme. Il lève les yeux, la sueur perlant sur son front en réalisant où son ennemi est passé. Andromeda est tout en haut, sa silhouette se découpant contre le soleil brûlant. Il fait remarquer que la puissance ne sert à rien si elle ne touche pas sa cible. Il tombe comme une pierre, réduisant la distance en un battement de cils. Le colonel ne peut que hurler de terreur en voyant la mort s'abattre du ciel. Andromeda délivre un seul coup destructeur, l'impact résonnant dans tout le canyon. L'officier transformé s'effondre, son corps cédant finalement sous le poids du coup. Il gît immobile dans la poussière, vaincu par un homme qu'il prenait pour un vieux fleuriste fragile. Andromeda le surplombe, lui expliquant que toute créature vivante a un point faible, peu importe ses transformations. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est de viser les parties du colonel qui étaient encore humaines. C'était aussi con que ça. Il se détourne du mec à terre et appelle Fifi. Fifi pointe le bout de son nez de sa cachette, son visage partagé entre soulagement et admiration. Andromeda lui tend quelque chose. C'est le bracelet en or qui appartenait à son père. Fifi se fige, fixant l'artefact qu'elle croyait perdu à jamais. Andromeda a l'air un peu gêné, admettant qu'il ne voulait pas lui faire peur pendant la baston. La gamine éclate en sanglots, submergée de gratitude en récupérant le morceau de son père. Elle le remercie à travers ses larmes, récupérant enfin une partie de son foyer. Andromeda la regarde, surpris par l'intensité de sa réaction. Il lui dit que c'est lui qui devrait la remercier pour lui avoir donné une nouvelle raison de se battre. La ville est plongée dans le silence de la nuit. Il n'y a pas un chat dans les rues pavées et désertes. Fifi observe depuis les ombres, les yeux balayant les environs en panique. Elle pique un sprint, le bruit de ses pas résonnant dans la ruelle étroite. Serrant le bracelet de son père, elle se rappelle qu'elle doit le ramener. Elle sait que les humains sont dangereux, mais le fleuriste qu'elle a rencontré tout à l'heure avait l'air différent. Un grognement sourd et menaçant venant de l'obscurité la fige sur place. Une meute de chiens errants sort de l'ombre, coinçant la petite fille. Fifi recule, tremblante, ordonnant désespérément aux bêtes de reculer. Elle tend la main, suppliant la magie du vent de lui prêter sa force. Mais rien ne se passe. Ses pouvoirs de dragon ne répondent pas. Elle se demande si elle a atteint ses limites en poussant son corps trop loin tout à l'heure. Coincée et impuissante, elle ne peut que murmurer un faible appel à l'aide. Les chiens claquent des dents, bondissant pour l'attaquer. Fifi se recroqueville quand le chef de meute s'approche, croc sorti, prêt à mordre. Elle parvient à les esquiver et d'étale, passant juste à côté de quelques villageois. Il ne lève pas le petit doigt pour l'aider, la traitant de gamine des rues et se disant de la laisser crever. Ce rejet fait mal. Elle réalise que pour la plupart des humains, elle n'est qu'une nuisance. Au moment où les chiens vont la choper, un coup de pied magistral en envoie un valsé dans le mur. Un mec s'interpose entre elle et la meute, son physique complètement rajeuni. Fifi lève les yeux, des larmes de soulagement coulant enfin sur ses joues. Andromeda, maintenant dans la fleur de l'âge, demande à la gamine si ça va. Un peu plus tard, ils sont de retour à la boutique où l'ambiance est beaucoup plus zen. Andromeda la regarde sérieusement, lui demandant si elle veut bien tout lui raconter. Il veut savoir exactement dans quel genre de galère elle est fourrée. Le magasin est silencieux alors que le poids de la situation s'installe entre eux. Il pose un mug fumant sur la table pour qu'elle le tienne. Il écoute attentivement pendant qu'elle lui explique comment le corps de son père a été dépecé. Fifi est persuadée que si elle arrive à réunir tous les morceaux, il pourra revenir à la vie. Andromeda l'observe, réalisant la gravité de la mission qu'elle porte sur ses petites épaules. Il repense au colonel, qui était prêt à devenir un monstre pour avoir du pouvoir. C'est clair que l'armée royale crève d'envie de mettre la main sur les restes de son père. Il se rappelle de la façon dont elle a pleuré de gratitude quand il a enfin ramené le bracelet. Maintenant, elle regarde silencieusement dans sa tasse, le visage empreint de tristesse. En se levant, l'ancien assassin annonce qu'il a pris sa décision. Fifi cligne des yeux, le regardant avec un air surpris. Il commence à ranger la boutique, bougeant avec un nouveau but en tête. Il fait remarquer que ces fleurs seraient mieux dans des maisons plutôt que de faner ici. Il laisse une pancarte dehors, disant aux gens de se servir gratuitement. Perdu, Fifi lui demande s'il ferme vraiment la boutique pour de bon. Il détourne le regard, avouant qu'il a trouvé quelque chose qu'il veut protéger bien plus que cet endroit. Andromeda lui tend la main, lui proposant de l'accompagner dans son voyage. Andromeda lui tend la main,
promettant de venir avec elle. Il sait que puisqu'il a laissé les soldats de l'armée royale en vie, les renforts ne vont pas tarder. Fifi l'écoute lui expliquer qu'ils doivent avoir quitté la boutique avant l'aube. Elle regarde par terre, se demandant pourquoi il va si loin pour elle. Elle demande pourquoi il est si gentil, surtout qu'il a été blessé et qu'il perd sa boutique à cause d'elle. Elle repense à la façon dont tout le monde en ville l'a traité comme une pestiférée. Sa voix tremble quand elle lui demande pourquoi il aiderait une « morveuse des rues » comme elle. Andromeda pose doucement une main sur son épaule. Il la regarde dans les yeux et lui dit que c'était la première fois que quelqu'un lui avait souri. Fifi est scotché par ces mots. Il ajoute que puisqu'elle lui a sauvé la mise, il a l'impression d'avoir une dette envers elle. Elle serre les poings, se lamentant d'avoir perdu ses pouvoirs de dragon et de ne même plus pouvoir soigner les blessures. Andromeda lui dit que ça ne change rien. Il vient parce qu'il s'inquiète pour elle. Il lui lance un regard confiant, affirmant que ce vieux peut sûrement encore servir à quelque chose. Fifi le regarde se tourner, déclarant qu'il en a fini avec sa vie de fleuriste. Il pose son sécateur, mettant officiellement fin à sa petite vie tranquille dans la boutique. Alors que la lune brille sur la ville, leur long voyage commence enfin. Fifi lève les yeux vers lui avec des grands yeux, voyant un homme qu'elle reconnaît à peine. Il lui dit qu'à partir de maintenant, elle n'a qu'à l'appeler Asebi. Les deux voyageurs laissent la ville derrière eux, s'enfonçant dans la nature sauvage. Ils marchent le long d'une route poussiéreuse, leurs affaires prêtes pour le périple. Fifi lui demande où ils vont exactement maintenant. Asebi répond qu'ils doivent d'abord trouver un bon resto pour se remplir le bide. Il s'arrête net, son regard devenant perçant alors qu'il capte un truc devant eux. Trois types louches leur barrent la route. Un mec chauve s'avance, leur ordonnant de s'arrêter là. Il ricane, disant que même s'ils n'ont pas l'air d'avoir grand-chose, il va tout leur rafler quand même. Les bandits matent Fifi, se disant qu'elle vaudra un bon paquet de blé chez le bon marchand. Asebi dit à Fifi d'attendre juste une seconde pendant qu'il gère ça. Un gros colosse avec une crête se dresse devant Asebi, pas du tout impressionné. Le bandit a crête hurle au visage d'Asebi, essayant de l'intimider. Il exige qu'il crache tout, fissa. En une fraction de seconde, les yeux du bandit s'écarquillent de choc. Avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, Asebi lui décroche un coup dévastateur. La brute s'écrase au sol, soulevant un gros nuage de poussière. Les deux autres lascars regardent avec horreur leur chef se faire démonter instantanément. Asebi note calmement que ça en fait un de moins, reportant son attention sur les deux restants. Il les domine, son expression à la fois calme et glaciale. Il lâche qu'il espère que ça fera au moins un échauffement potable avant le dîner. Il s'arrête dans un petit boui-boui de bord de route, tranquille pour faire une pause bien méritée. Les locaux à l'intérieur ont l'air un peu tendus, comme s'ils espéraient une journée calme qui n'arrive jamais. Fifi regarde par-dessus son verre, ressentant l'ambiance lourde et chelou dans la pièce. Ça a sûrement un rapport avec le tas de bandits tuméfiés ligotés dans le coin, ayant l'air de regretter sévèrement leur choix de vie. Andromeda s'assoit tranquillement, demandant à Fifi ce qu'il devrait faire des racailles qu'il a chopées. Il décide qu'il vaut mieux que le patron les livre aux militaires pour éviter qu'ils ne s'en prennent aux prochains voyageurs. Le patron débarque avec leur commande, la claquant sur la table et faisant presque faire un arrêt cardiaque à Fifi. Elle se fige, complètement intimidée par la montagne de muscles qui la domine. C'est un colosse avec un regard qui dit qu'il a vu bien plus de galères qu'il ne le devrait. Fifi se fait toute petite, terrifiée à l'idée que le mec soit aussi méchant qu'il en a l'air. Elle se dit que les humains sont décidément bien plus flippants qu'elle ne l'imaginait. Andromeda ignore la tension et lui dit d'arrêter de stresser et de se concentrer sur sa faim. Ses yeux se fixent sur la bouffe, et sa peur commence à fondre à la vue d'un vrai repas. Un bol de ragoût fumant et d'épaisses tranches de pain l'attendent, sentant divinement bon. Elle prend une première bouchée hésitante, et son monde entier bascule en une seconde. D'un coup, elle s'enfourne la nourriture, complètement accro à la cuisine des humains. Ses yeux brillent de pure joie, tous ses soucis oubliés pendant qu'elle mange. Elle n'a jamais rien mangé d'aussi bon, c'est de loin le meilleur repas de sa vie. Andromeda la regarde, bluffée qu'une si petite gamine puisse engloutir une telle quantité de bouffe. Il avoue se sentir vide après avoir cramé autant d'énergie dans leur dernier combat. Fifi remarque que son assiette est encore pleine et se demande pourquoi il ne mange pas grand-chose. Il lui dit que juste voir sa petite bouille heureuse quand elle mange suffit à le rassasier. Fifi marque une pause, touchée par ces mots. Puis elle repère une pâtisserie en forme de fleur sur la table et la lève avec émerveillement. C'est moelleux et sucré, le goût d'un vrai rêve devenu réalité pour elle. Le patron lui explique que c'est un snack local qui s'appelle Kuturu, fait avec des patates douces de chat qui poussent dans le coin. Il lui dit que c'est la maison qui régale parce qu'elle a été bien sage. Il retourne nettoyer un verre, ayant l'air aussi sévère et inébranlable qu'un mur de pierre. Mais il lui lâche un tout petit sourire inattendu, la prenant complètement de court. Fifi rayonne, son monde entier s'illuminant grâce à ce petit geste de gentillesse. Elle capte que c'est en fait un mec super sympa, même si sa tronche fait un peu peur. Elle continue de grignoter le Kuturu, savourant chaque bouchée. Elle jette un œil dans son sac et trouve le bracelet en or de son père,
qui brille doucement dans la lumière. Elle rigole doucement, sentant une lueur d'espoir pour la suite du voyage. Elle dit qu'elle veut garder des snacks pour que son père puisse y goûter plus tard. Andromeda est obligé de lui rappeler gentiment que la bouffe ne reste pas fraîche éternellement, et son humeur retombe un peu. Il lui promet qu'une fois qu'ils auront sauvé son père, ils s'assoiront tous ensemble pour un vrai festin. Il lui fait un clin d'œil et lui dit de garder les friandises pour plus tard, quand ils pourront tout partager. Fifi le regarde, les yeux remplis de gratitude pour le réconfort. Elle lui fait un énorme et radieux sourire, se sentant enfin en sécurité et heureuse. Évidemment, son estomac n'est jamais rassasié bien longtemps, et elle réclame du rab sans aucune gêne. Andromeda lâche juste un soupir et se prépare pour la suite. Asebi sait que s'ils veulent avancer, il leur faut d'abord des infos. Des endroits comme ça sur la route principale, c'est là que les rumeurs circulent le mieux. Il reporte son attention sur les bandits qu'il a capturés tout à l'heure, espérant leur tirer les vers du nez. Il cherche le moindre truc concernant les dragons ou les récents mouvements de l'armée. Il n'hésite pas à jouer la carte de l'intimidation pour obtenir ses réponses. L'un des bandits lâche un petit cri de terreur alors que la pression monte. Il dit à Fifi que ses lascars ont peut-être les infos qu'ils cherchent. Ils essaient de jouer au con, jurant qu'ils ne savent rien d'important. Asebi n'est pas d'humeur à jouer et approche un couteau du visage du chef. Le bandit se pétrifie, fixant la lame froide braquée sur lui. Asebi leur donne un choix simple, il crache le morceau ou il crève. Son regard froid et mortel montre bien que ce n'est pas une menace en l'air. Le bandit finit par craquer, poussant un gémissement en se préparant à parler. Il avoue avoir une piste qui pourrait bien être ce qu'Asebi recherche. Il raconte l'histoire d'un soldat de l'armée qui a récemment rasé toutes leurs planques. Le souvenir le hante clairement, son visage blêmissant en racontant le carnage. Mais ce n'était pas n'importe quel soldat. Il avait des ailes immenses, comme celles d'un dragon. Fifi est sous le choc, réalisant que ce soldat ailé pourrait avoir un lien avec son père. Elle appelle Asebi, visiblement bouleversée par la nouvelle. Asebi reste concentré et dit au bandit qu'il va le conduire à cette planque Fissa. Leur interrogatoire est coupé par le patron, qui débarque en trombe, l'air saoulé. Il leur dit d'arrêter de foutre la merde dans son auberge et de faire fuir les clients. Asebi ne se dégonfle pas et demande plutôt au colosse s'il peut garder un œil sur Fifi un moment. Fifi est prise de court par cette demande inattendue. Le patron n'est pas ravi, leur lâchant que son auberge n'est pas une garderie. Asebi joue la carte de la vieille amitié pour essayer de le faire changer d'avis. Le mec est paumé, prétendant qu'il n'a pas d'amis comme un voyageur random. Mais là, il regarde bien les yeux d'Asebi et les marques sur son cou. La vue du tatouage et de ses cheveux bicolores lui fout un coup. Ça lui rappelle l'image d'un homme légendaire qu'il a connu il y a très longtemps. Il n'arrive pas à croire que ce soit bien Asebi qui se tient devant lui. Fifi essaie de protester, insistant pour l'accompagner et aider à sauver son père. Elle est déterminée à aider, mais ses yeux montrent à quel point elle a mal. Asebi reste ferme, sachant que le voyage qui l'attend est bien trop dangereux pour une gosse. Il lui dit franco qu'elle doit rester ici pour sa propre sécurité. Il la regarde avec un mélange de détermination et d'inquiétude dans les yeux. Il se met à son niveau, se demandant si sa franchise ne l'a pas trop effrayé. Il explique que l'armée la traque activement et qu'elle serait une cible facile. Fifi ne veut rien entendre, son visage se décomposant alors qu'elle réalise qu'il a raison. Elle serre les poings, frustrée de ne pas pouvoir être plus utile dans les recherches. Elle finit par lever la tête, les yeux embués, mais acceptant la situation. Le patron finit par céder et accepte de la garder, mais il exige des explications complètes plus tard. Asebi se prépare à partir, laissant Fifi sous la surveillance du patron. Fifi l'appelle une dernière fois, la voix pleine d'angoisse. Asebi s'arrête à la porte, son visage illisible alors qu'il se prépare pour sa mission. Fifi le regarde s'éloigner, sa petite carrure paraissant encore plus vulnérable dans cette grande auberge. Le patron essaie de détendre l'atmosphère, proposant de payer à Fifi des snacks tout frais sortis du four en attendant. Mais alors qu'il l'emmène, un bruit soudain et écœurant résonne dans la pièce, accompagné d'une giclée de sang. Fifi se fige, sous le choc, les yeux écarquillés alors que des gouttes de sang éclaboussent son visage. Le patron pousse un râle étouffé, son corps s'affaissant alors que sa tête est violemment tranchée par une force invisible. Le sang jaillit, repeignant l'intérieur du boui-boui en rouge alors que le colosse s'effondre juste devant Fifi. Une énorme lame ou un projectile couvert de sang reste planté dans le sol, marquant le début de l'assaut. Le bâtiment entier commence à se fendre et à craquer sous la force d'un impact inouï. Asebi fait volte-face, les yeux plissés et remplis d'alarme alors qu'il capte une gigantesque vague de pouvoir. Un violent vortex d'énergie et de vent déchire l'auberge, broyant tout sur son passage. Fifi est prise dans le courant d'air, hurlant de terreur alors qu'elle décolle du sol. Elle tend le bras désespérément, appelant Asebi alors que le vent commence à l'emporter. Asebi serre les dents, le choc laissant place à une rage froide et concentrée en réalisant qu'ils ont été trouvés. Ils foncent vers le centre de la tempête, hurlant le nom de Fifi alors que le resto s'écroule autour d'eux.
Asebi se jette au sol alors que le bâtiment commence à s'effondrer sur lui. Il regarde les décombres, le visage crispé de colère. Dans le ciel, Tio est déjà en train d'embarquer Fifi à toute vitesse. Les bottes d'Asebi s'enfoncent dans le bois fracassé alors qu'il essaie de se propulser. Une énorme vague de vent coupe l'auberge en deux comme dans du beurre. Les tuiles et la poussière volent partout alors que le toit s'effondre dans la salle à manger. Asebi saute en l'air, tendant la main de toutes ses forces. Mais il est juste un poil trop tard, et sa main ne chope que du vent. Fifi hurle son nom alors qu'elle est traînée de plus en plus haut dans les nuages. Asebi lui hurle de rester calme, même s'il est en train de retomber. Son expression devient froide, d'une concentration absolue. Fifi le regarde devenir de plus en plus petit, sa main toujours tendue vers lui. Asebi chute vers les ruines de la boutique. Il atterrit accroupi, ses yeux cherchant déjà un moyen de les suivre. Il ne peut qu'observer Tio et Fifi disparaître vers l'horizon lumineux. Il reste un instant à genoux dans la poussière, l'échec piquant bien plus que la chute. Quand il se relève, le regard sur son visage suffirait à arrêter le cœur de n'importe qui. Il tourne son regard vers le bandit chauve qui a survécu à l'explosion par miracle. Asebi chope le mec et exige de savoir qui était ce soldat ailé. Le bandit est paralysé de peur, voyant l'intention meurtrière dans les yeux d'Asebi. Il bafouille que le soldat est celui qui a récemment rasé leur planque. Asebi le domine, lui arrachant la localisation de l'unité du soldat. Le type l'oriente vers la forteresse de Sturm, le bastion militaire du coin. C'est à une demi-journée de marche, mais Asebi n'a pas l'intention de traîner. Il commence à s'éloigner du bandit tremblant, son esprit déjà aux portes de la forteresse. Un regard froid et calculateur s'installe dans ses yeux alors qu'il verrouille sa prochaine cible. Il regarde le carnage derrière lui, sachant que l'attaquant a foncé droit sur Fifi sans hésiter une seconde. Le bandit le fixe, trop terrifié pour bouger le petit doigt. Il finit par demander si Asebi va bien, après avoir vu ce regard. Asebi ne répond pas à la question, il lâche juste qu'il va aller la chercher. Le bandit réalise qu'il n'a plus affaire à un humain normal. Il demande si le visage d'Asebi a toujours eu cet air aussi mortel. Tout là-haut, Tio trace à toute vitesse vers la base. Fifi pleure encore, terrifiée par ce qui va lui arriver. Elle serre fort son sac, les mains tremblantes alors qu'ils survolent la forêt. Ils arrivent enfin devant les murs sombres et immenses de la forteresse de Sturm. À l'intérieur, la seule lumière vient des torchers qui vacillent contre la pierre froide. Tio la balance par terre et lui dit d'arrêter de chialer. C'est Tio de l'armée royale, et il n'a clairement pas d'âme. Fifi lui demande, à travers ses larmes, comment il a pu faire un truc aussi horrible. Elle voit encore l'image du patron se faire découper dans sa tête. Tio sourit narquoisement, trouvant ça hilarant qu'un dragon pleure un humain. Fifi se recroqueville sur le sol en pierre du labo, son monde s'effondrant. Elle hurle que ça fait mal quand quelqu'un meurt, que ce soit un humain ou un dragon. Tio se penche en arrière, complètement insensible à ses larmes. Il lui lâche qu'elle est bien trop insouciante, surtout vu l'histoire de son espèce. Il lui rappelle que son père, le dragon rouge, était un monstre qui a massacré ses propres camarades. Fifi reste figée, choquée d'entendre parler du carnage causé par son père. Tio se fout de sa gueule face à son déni, trouvant son ignorance à mourir de rire. Elle regarde par terre, le cœur lourd alors que le poids de ses mots fait effet. Le soldat ailé la surplombe, son ombre s'étirant sur la pierre froide. D'un coup sec du poignet, il lui arrache le béret de la tête. Fifi se recroqueville alors que ses oreilles de dragon sont enfin exposées à la lumière. L'expression de Tio n'est que pure méchanceté en la regardant bien. Il confirme qu'il n'y a aucun doute, c'est bien une enfant de la race des dragons. Vu d'en haut, les couloirs sombres de la forteresse ressemblent à un piège qui se referme. Il lui explique la règle de base de la création de reliques. L'ingrédient doit être frais. Il se penche, sa voix baissant dans un murmure de prédateur. Il dit que pour qu'une relique soit vraiment puissante, le dragon doit être cuisiné alors qu'il est encore en vie. Fifi se fige de terreur face au destin atroce qui lui réserve. Tio lui dit de faire en sorte de ne pas clamser trop vite. Il a besoin qu'elle soit un composant de première qualité. Il dégaine un couteau étincelant, la langue sortie, prêt à commencer la cuisine. Soudain, un soldat paniqué ouvre la porte à la volée pour signaler un intrus. Tio se retourne, clairement saoulé que sa petite fête soit interrompue. Il exige de savoir ce qui pourrait bien être plus important que son petit plaisir. Fifi lève la tête, une étincelle d'espoir commençant à brûler dans sa poitrine. Ses yeux s'écarquillent quand elle pige qui pourrait bien être en train de forcer les portes. On voit Asebi dans un moment de pure détermination, prêt à tout péter. En bas, au premier étage de la forteresse, le silence du couloir vole en éclats. Un garde est envoyé valser par une force inouïe qui frappe comme un bélier. D'autres soldats dégainent leurs épées, juste pour se faire balayer comme des poupées de chiffon. Ils fuient en rampant, terrifiés, se demandant quel genre de monstre a percé leur défense. Une silhouette solitaire se découpe dans la lumière aveuglante de l'entrée. Les gardes hurlent, exigeant de savoir qui est ce vieux et ce qu'il fout là.
Le patron apparaît avec des yeux luisants et une aura massive, exigeant de savoir où est Fifi. Andromeda est planté là, les yeux brillants, exigeant de savoir où ils ont emmené Fifi. Le capitaine militaire et ses hommes ne peuvent s'empêcher de reculer, sentant quelque chose de terrifiant chez ce vieux. Le sang coule d'une blessure profonde sur le flanc d'Andromeda, et c'est clair qu'il arrive à sa limite. Le capitaine est pris de court, essayant de capter à quel genre de monstre il a affaire. Il se fout de la gueule d'Andromeda, faisant remarquer qu'on dirait qu'il est déjà sur son lit de mort. Andromeda respire difficilement, la main plaquée contre le tissu imbibé de sang sur son ventre. Il réalise que ce sont de vieilles blessures qui se rouvrent, le signe que sa jeunesse empruntée s'évapore à vitesse grand V. Sans Fifi dans les parages, son corps retourne à l'état délabré dans lequel il était avant de la rencontrer. Il confirme sa théorie. Être séparé d'elle est vraiment la cause de sa détérioration. Malgré la douleur, il tient bon dans la cour de la forteresse, face à une escouade de soldats armés. Il chantonne doucement, concentrant ses dernières forces pour la baston qui arrive. Le capitaine perd patience, se demandant pourquoi le papy reste planté là sans rien dire. Andromeda lâche une vérité qui fait froid dans le dos. Ce corps mourant et fragile est en fait son état naturel. Une soudaine vague de pression frappe les soldats, manquant de les renverser. Le capitaine panique et hurle à ses hommes de le buter sur le champ. Andromeda bouge à une vitesse fulgurante, attrapant une lance en pleine attaque et balançant le soldat sur le côté. Le reste de l'escouade charge, hurlant des insultes pour masquer leur terreur évidente. Il esquive leurs coups sans effort, bougeant avec une grâce qui défie son apparence de vieillard. Il tend les mains et chope 2 soldats par le visage en même temps. Avec un bruit sourd et brutal, ils claquent leurs têtes l'une contre l'autre, les assommant instantanément tous les deux. Un autre soldat se fiche d'horreur en voyant toute son unité se faire démonter. Andromeda se tient seul dans la cour, entouré par les hommes à terre. Il lâche un souffle rauque, l'effort du combat se lisant clairement sur son visage. Il s'approche d'un soldat survivant qui se recroqueville de terreur, lui demandant une fois de plus où est Fifi. Le gamin pointe un doigt tremblant vers la plus haute tour, incapable de prononcer le moindre mot. Andromeda lève la tête, son regard verrouillé sur le sommet de la forteresse. L'escalier en colimaçon s'étire tout en haut, une ascension intimidante pour un homme dans son état. Il ressent une douleur aiguë dans la poitrine alors que son état continue de se dégrader. Encore plus de sang coule sur le sol, sa blessure refusant de s'arrêter de saigner. Il se force à monter les marches, laissant une traînée cramoisie derrière lui alors qu'il se précipite pour la sauver. Sa concentration ne faiblit pas, même si sa vue commence à se brouiller à cause de l'effort. Tout en haut sur le toit, Fifi est solidement attachée à une caisse en bois, laissée toute seule. Elle lève les yeux, plein de larmes, espérant désespérément que son protecteur la retrouve. Le toit de la tour est silencieux, à l'exception des torchées vacillantes qui éclairent la nuit. Thio est planté là, saoulé que quelqu'un essaie réellement d'interrompre son travail. Il prévient Fifi de ne pas clamser pendant qu'il a la cuisine, sinon ses efforts pour créer la relique n'auront servi à rien. Il a le souffle coupé en sentant quelqu'un approcher, percutant soudainement ce qu'il se passe. Thio lui dit qu'il va d'abord se farcir l'intrus, puis terminer ses préparatifs tranquillement. Un souffle d'air soudain signale que l'assassin légendaire est enfin arrivé. Andromeda pose le pied sur le toit, sa cape flottant au vent alors qu'il fait face à son ennemi. Thio le jauge, pas le moins du monde impressionné par le frêle vieillard qui se tient devant lui. Il se contente de ricaner, sous-estimant clairement le mec qui a rampé hors de son lit de mort pour arriver jusqu'ici. Thio le regarde de haut depuis le mur, pas impressionné que ce soit juste un pauvre vieux qui foute tout ce bordel. Il se fout de l'idée qu'un vieux débris fasse autant d'efforts juste pour sauver une morveuse de monstres. Fifi lève les yeux, choqué, ses yeux se remplissant de larmes à la vue de son protecteur. Andromeda lâche une toux douloureuse, son corps atteignant sa limite absolue. Il parvient à faire une faible promesse, lui disant qu'il vient la sauver tout de suite. Le cœur de Fifi se brise de le voir dans cet état, le sang goûtant régulièrement sur le sol en pierre. Andromeda s'effondre à genoux, ses forces l'abandonnant alors que ses vieilles blessures refusent de se refermer. Il se force à la regarder, sa première préoccupation étant de savoir si elle est blessée ou morte de peur. Fifi ne peut que le dévisager, son petit visage tordu d'inquiétude pour l'homme qui l'a sauvé. Il la supplie d'attendre encore un peu, sa détermination étant la seule chose qui le maintient debout. Thio rigole, se penchant en arrière les mains derrière la tête tout en se moquant du vieux débris. Andromeda s'élance avec une explosion de vitesse soudaine, surprenant le soldat arrogant. Thio recule, crachant du sang alors que la force du coup le prend totalement au dépourvu. Le regard d'Andromeda est froid et mortel, prévenant le « petit merdeux » de ne pas le sous-estimer. Il le fixe à travers ses cheveux, sa voix grave alors qu'il déclare qu'il récupère Fifi. Thio essuie le sang de sa bouche, son expression passant de la surprise à une pure irritation. D'un coup sec, Thio déploie une paire massive d'ailes de dragon rouge dans son dos. Il met Andromeda au défi d'essayer de la lui reprendre, un tourbillon de vent se levant autour d'eux. Fifi hurle alors que la caisse à laquelle elle est attachée est soulevée dans les airs par la tempête qui se lève.
Thio s'envole dans le ciel, planant au-dessus du toit sous le regard d'Andromeda. Il hurle un défi au vieil homme en bas, lui disant d'encaisser ça. Les yeux d'Andromeda se plissent alors qu'il suit les mouvements aériens de son adversaire. Une lame de vent tranchante siffle dans les airs, manquant de prendre Andromeda au dépourvu. Il réalise que le pouvoir de ses ailes ne sert pas qu'à voler. Elles peuvent créer des projectiles mortels. Thio rigole de façon hystérique, disant au vieux de courir et de tituber autant qu'il veut. Andromeda serre les dents, sachant qu'il ne peut pas atteindre Fifi tant que Thio contrôle les airs. Thio plonge en hurlant, le traitant de « vieux schnock de merde » alors qu'il se prépare à en finir. Une gerbe de sang gicle dans les airs alors qu'une autre lame de vent trouve sa cible sur Andromeda. L'œil d'Andromeda est écarquillé par la douleur et l'épuisement, son corps le lâchant au pire moment possible. Fifi hurle son nom, la voix pleine de désespoir en le regardant souffrir. Andromeda s'effondre, sa respiration lourde et saccadée alors qu'il frappe le sol. Thio sourit diaboliquement, narguant Fifi et lui disant que la légende s'est enfin calmée. Fifi se débat contre ses cordes, son petit corps tremblant d'effort pour essayer de l'atteindre. Elle regarde vers Andromeda, les yeux écarquillés par un mélange de peur et de désespoir. Thio marche sur la main d'Andromeda, le bruit de la pierre et des os broyés remplissant l'air. Andromeda lâche un cri d'agonie gutturale alors que sa blessure saigne abondamment sous la pression. Thio se moque de sa douleur, lui demandant si ça fait mal tout en riant de son impuissance. Il donne un coup de pied au vieux à travers le toit, l'envoyant rouler vers le bord. Andromeda parvient de justesse à s'agripper au rebord, ses doigts glissant sur la pierre froide. Il gémit en essayant de se hisser, le visage couvert de crasse et de sang. Thio le regarde de haut, ricanant face à ce spectacle pathétique. Il lui lance une dernière pique, se moquant de l'idée que cet homme ait un jour été une légende. Thio se penche, son sourire s'élargissant avec une joie sadique en se foutant du vieux une dernière fois. Il déclare qu'avec ce coup final, tout sera terminé. Thio lève le pied, prêt à asséner un coup fatal sur le rebord où Andromeda est suspendu. Il écrase son pied violemment, visant à envoyer le vieil homme s'écraser au sol plus bas. Fifi regarde ça avec horreur, la bouche ouverte dans un cri silencieux devant une telle brutalité. Andromeda lève les yeux, son expression emplie de regrets douloureux alors qu'il lutte pour s'accrocher. Les larmes de Fifi tombent sur la pierre, son cœur se brisant pour l'homme qui l'a protégé. Elle hurle soudainement qu'elle va le protéger, sa détermination se forgeant à travers son chagrin. Les yeux d'Andromeda s'écarquillent de choc devant son soudain élan de courage. Thio se moque d'elle, lui demandant si elle est débile et lui disant de juste lâcher prise avant de tomber avec lui. Il continue de piétiner la pierre, le bruit résonnant dans l'air nocturne. Fifi s'accroche au bras d'Andromeda de toutes ses forces, refusant de le lâcher. Elle continue de pleurer, ses larmes coulant alors qu'elle murmure sa détermination. Une unique larme frappe le sol avec un doux clapotis, un instant de calme avant la tempête. Elle hurle de toutes ses forces, déclarant qu'elle ne le lâchera jamais. Ses yeux se mettent soudainement à briller d'une lumière dorée étincelante, la surprenant elle-même. Une explosion massive d'énergie jaillit du toit de la tour, repoussant tout sur son passage. Thio est projeté en arrière par la force du choc, le visage tordu par la confusion et l'incompréhension totale. Andromeda reconnaît la sensation de ce pouvoir écrasant. C'est exactement comme ce jour-là. L'expression de Fifi n'est que puissance brute et fureur, sa nature draconique refaisant enfin surface. Un pilier de lumière dorée jaillit dans le ciel, signalant le début d'un nouveau combat. Un pilier de lumière dorée explose depuis la tour, perçant droit dans le ciel nocturne. Thio ne peut que fixer, incrédule, l'ampleur pure de cette énergie. De la lumière qui s'estompe, un pas ferme atterrit sur le toit de pierre. Thio se met à suer à grosses gouttes. Quelque chose cloche sérieusement. Le légendaire Andromeda est de retour, ses cheveux formant désormais un mélange saisissant de noir et de blanc. Il se tient droit, tenant Fifi contre lui, tout comme il le faisait avant. Andromeda regarde ses mains. Sa force est revenue et toutes ses blessures ont complètement disparu. Il tourne à nouveau son regard vers l'ennemi. Thio pète les plombs, hurlant qu'un monstre pareil ne devrait même pas exister. Il serre les dents, décidant de balancer son humanité pour gagner. Thio lâche un rugissement à glacer le sang alors que le sang gicle partout. De massives ailes rouges lui déchirent le dos alors qu'il se transforme complètement. Thio file dans les airs comme une fusée, regardant Andromeda de haut comme s'il avait déjà gagné. Il se lance dans un plongeon à toute vitesse, visant à écraser tout ce qui se trouve en bas. Andromeda dit calmement à Fifi de se mettre à l'abri. Il lui promet que cette fois, c'est lui qui va la protéger. Fifi le regarde avec émerveillement, voyant son protecteur enfin restauré. Un léger sourire se dessine sur les lèvres d'Andromeda. Fifi se dépêche de se mettre en sécurité alors que l'air commence à vibrer de puissance. Il attrape son sécateur, prêt à en finir. Les lames brillent lorsqu'Andromeda passe à l'action. Thio essaie de le suivre depuis les airs, mais il a déjà perdu sa cible de vue. La vitesse est si intense qu'elle laisse des images rémanentes sur le sol en pierre. Le toit se fissure sous la pression de ce mouvement soudain.
Andromeda apparaît soudainement juste au-dessus de Thio, le prenant totalement au dépourvu. Thio lève les yeux, écarquillé d'une terreur pure. Andromeda se fout de lui disant que son ciel est sacrément bas. Thio ne peut même pas crier avant que le coup ne l'atteigne. Une seule frappe renvoie le soldat transformé s'écraser sur terre. L'impact est d'une telle violence qu'il pulvérise le sommet de la tour de la forteresse. Andromeda atterrit sans le moindre bruit au milieu des débris. Il dit à Thio de se détendre, expliquant qu'il n'a utilisé que le plat de ses lames pour le garder en vie. Thio est enterré jusqu'à la taille dans le cratère, ses jambes tressautant en l'air. Andromeda jette un œil aux dégâts, admettant qu'il y est peut-être allé un peu fort. La poussière commence à retomber sur le champ de bataille en ruine. Thio cherche son souffle, son corps brisé et en sang à cause de la chute. La boucle d'oreille rougeoyante se trouve juste là, sur sa poitrine. Andromeda se penche et arrache les ailes du dragon au soldat vaincu. Il inspecte la relique, tenant enfin ce qui avait été volé à Fifi. Un bruit étrange vient du cratère, attirant l'attention d'Andromeda. Thio se met à hurler alors que le contre-coup de sa transformation forcée s'empare de lui. Il crache du sang, son corps lâchant prise alors que le pouvoir emprunté lui est arraché. Andromeda regarde Thio brisé, réalisant que le gars subit un énorme contre-coup. Fifi court vers lui, l'appelant avec soulagement. Elle le regarde fixement, ayant du mal à croire qu'il est vraiment debout là. Il lui tend la boucle d'oreille rougeoyante, lui disant qu'il est content qu'elle soit saine et sauve. Fifi prend la relique, sans voix. Les larmes lui montent aux yeux alors qu'elle essaie de trouver les mots pour le remercier. Andromeda lui demande ce qui ne va pas, remarquant à quel point elle est devenue silencieuse. Il la regarde avec une expression douce et curieuse. Il se tient droit dans son corps rajeuni, attendant qu'elle parle. Fifi s'accroche à lui, juste heureuse qu'il aille bien après tout ça. Andromeda est pris au dépourvu par ce câlin soudain. Elle lui fait promettre de ne plus jamais lui dire de l'attendre en arrière. Un doux sourire traverse son visage. Il réalise qu'elle a raison, c'est elle qui l'a sauvé cette fois. Avec le recul, il comprend que son corps ne le lâchait que parce qu'ils étaient séparés. Il se souvient de son cri et de la lumière qui a tout changé. Il la porte à travers la forteresse en ruine, leur lien plus fort que jamais. Fifi est toujours un tas de larmes sanglotant, ce qui l'amuse beaucoup. Il lâche un soupir de soulagement. Andromeda lui tapote doucement la tête pour la réconforter. Il s'agenouille pour la regarder dans les yeux. Il lui dit que c'est elle qui devra prendre soin de lui à partir de maintenant. Fifi le regarde avec des yeux larmoyants et pétillants. Elle lui lâche un énorme « oui », tout joyeux. Il repense à la première fois où il s'est excusé en lui disant qu'elle devait rester sur place. Son sourire actuel en dit long. Pour lui, c'est comme un vrai progrès. Les deux partagent un moment de calme sur le toit. Ils se détendent ensemble, ignorant le chaos auquel ils viennent de survivre. Derrière eux, le cratère taché de sang est le seul rappel de ce combat brutal. La nuit tombe sur un manoir lointain et lugubre. À l'intérieur, Thio hurle à l'agonie, son corps étant dans un état pitoyable. Le bruit de pas lent et méthodique résonne dans le couloir. L'officier impérial s'avance vers la pièce, sa présence froide et imposante. Elle surplombe le lit de Thio, regardant le soldat brisé de haut. Elle reste silencieuse, son visage masqué indéchiffrable. Elle demande si le vieil assassin était vraiment assez fort pour le mettre dans un état pareil. Thio s'étrangle en disant que ce n'était pas un vieux. Il rajeunissait au fur et à mesure du combat. Il se rappelle la vitesse et la puissance pure du Andromeda transformé. Thio lève ses yeux injectés de sang, les traitant de monstres absolus. L'officier dégaine son épée, se tenant au-dessus de lui sans la moindre once de pitié. Elle lui annonce froidement que son rôle s'arrête ici. Le dernier souffle de Thio s'échappe alors qu'il succombe à ses blessures. L'officier impérial regarde le corps sans vie et ensanglanté de Thio avec une indifférence glaçante. Elle réfléchit à l'idée du rajeunissement, trouvant le concept intrigant. Pour elle, ces nouvelles feraient une histoire très intéressante. Un homme mystérieux sourit, le menton reposant sur sa main pendant qu'il écoute. Le seigneur, assis sur son haut trône, note que puisque Fifi est l'enfant du dragon doré, il est tout naturel qu'elle possède un tel pouvoir. Il serre le poing, ses bagues brillant d'une lumière rose sinistre alors qu'il déclare qu'elle lui appartient. Son sourire s'élargit, confiant que tout se déroule exactement comme il l'avait prévu. L'officier impérial s'incline devant son seigneur, approuvant chacune de ses paroles. Pendant ce temps, Andromeda porte Fifi endormie, ignorant la nouvelle menace qui plane sur eux. La pluie continue de s'abattre, inondant cette scène sombre. Une simple croix en bois se dresse dans la boue, une tombe fraîchement creusée pour le patron de la taverne. Fifi fixe la tombe, murmurant que c'est de sa faute s'il est mort. Asebi pose doucement la main sur sa tête, lui disant qu'elle n'a rien à se reprocher. Il se souvient de l'homme comme d'un tavernier jovial, mais ce n'était qu'une façade. En réalité, c'était un informateur de premier plan avec qui Asebi avait bossé pendant des années. Asebi regarde un petit carnet, rappelant à Fifi que ce n'est pas elle qui l'a embarqué dans cette galère.
Les yeux de Fifi s'emplissent de larmes alors qu'elle dit que voir quelqu'un mourir est juste trop déchirant. Ils se tiennent ensemble en silence alors que la pluie tombe autour du petit cimetière. Asebi sait que les soldats de l'Empire les cherchaient spécifiquement et se demande qui a bien pu balancer. Il réalise qu'il a besoin de beaucoup plus d'infos s'ils veulent planifier leur prochain coup. Plus que tout, il est déterminé à garder Fifi en sécurité. Soudainement, Asebi sort son sécateur et le balance à une vitesse mortelle. Les lames tranchent net dans les buissons épais derrière eux. Il exige de savoir qui se planque là. Un jeune homme se baisse dans les feuilles, impressionné qu'Asebi l'ait entendu malgré le bruit de la pluie. L'inconnu réalise qu'il a affaire à un ancien assassin impérial. Asebi ignore le commentaire et lui redemande qui il est. Le mec lui lance juste un grand sourire confiant. Il se présente comme étant Otoka, un informateur professionnel. Il connaît clairement le passé d'Asebi. Il identifie aussi Fifi comme l'enfant dragon qui cherche les restes de son père. Asebi devient méfiant et lui demande comment, bordel, il en sait autant sur eux. Otoka refuse de parler, prétendant qu'une source est l'âme même d'un informateur. Asebi le foudroie du regard en silence. Les jambes d'Otoka se mettent à trembler comme des feuilles, même s'il soutient qu'il est juste fatigué par un long voyage. Il essaie de basculer sur un argument de vente, soulignant qu'ils sont un peu dans la merde en ce moment. Il se fout de l'idée d'un assassin qui voyage avec une petite morveuse dans les pattes. Le visage d'Asebi reste froid et illisible. Otoka prétend avoir des infos qui pourraient les guider vers les morceaux du corps de son père. C'est la goutte d'eau. Asebi s'élance et plaque le mec au sol en une fraction de seconde. Une aura sombre s'embrase autour de lui alors qu'il le prévient qu'il ne tolérera aucune insulte envers Fifi. Asebi le regarde de haut et lui propose deux choix. Le premier choix, c'est de crever juste là pour éliminer une menace potentielle. Le deuxième, c'est de se rendre suffisamment utile pour avoir le droit de vivre. Otoka gueule que ces infos sont son gagne-pain. Il demande si Asebi croit vraiment qu'il peut juste lui soutirer ça à l'œil avec des menaces. Mais en plein milieu de sa crise, il se fige soudainement. Fifi est plantée juste là, le regardant de bas en haut. Avec de grands yeux brillants, elle le supplie de bien vouloir leur dire tout ce qu'il sait sur son père. Otoka grimace, sentant sa résolution cupide s'effondrer complètement sous le poids de sa mignonnerie. Il cède, avouant qu'il a un faible pour les gosses, pendant qu'Asebi fait remarquer que son gagne-pain ne valait finalement pas si cher. Dehors, la pluie continue de tomber sur le village tranquille. À l'intérieur, Otoka déroule une carte sur la table, disant aux autres de jeter un œil. Il explique que d'après ce qu'il a trouvé, le dragon doré a été massacré et découpé en plus de 10 morceaux. Chaque morceau a été forgé en une relique puissante, et Fifi ne peut qu'écouter le cœur lourd. Otoka pointe un endroit précis sur la carte, disant qu'il y a un morceau qui surpasse tous les autres. Il révèle que la couronne du château royal est faite à partir de la tête du dragon, portée par le roi en personne. Asebi n'est pas surpris, notant qu'il est logique que la partie la plus forte appartienne au souverain. Il cherche la cible la plus proche, qu'Otoka identifie comme étant un général dans le village voisin. Asebi décide que ce sera leur première cible. Ils vont rassembler chaque pièce et garderont la couronne pour la fin. Il regarde Fifi, lui demandant si ça lui va comme première étape. Fifi serre les poings avec un « oui » déterminé. La cible étant fixée, Asebi commence le briefing sur l'aménagement du village. Asebi passe en revue les deux entrées principales du village voisin. Otoka écoute attentivement, son attitude blagueuse disparue pour l'instant. L'informateur commence à se lever, sa tâche apparemment terminée. Soudainement, Asebi sort un petit sac en tissu et le lâche sur la table. Asebi met la main dedans et en sort un petit carnet relié en cuir. Otoka se fige, réalisant exactement ce qu'Asebi tient dans sa main. Asebi explique que c'est le carnet de recettes laissé par le vieux patron et demande pourquoi Otoka le veut à ce point. Il regarde le jeune homme droit dans les yeux, l'avertissant que s'il tente quoi que ce soit de louche, il n'hésitera pas à le buter. Il demande ce que ce foutu carnet représente exactement pour lui. Otoka fixe le livre en silence, son expression inhabituellement sombre. Le lendemain, le groupe atteint les abords de leur destination. Ils arrivent à la base de garnison du village voisin, sous un ciel gris et couvert. Planqués derrière un gros tronc d'arbre, ils observent le camp militaire. Otoka transpire à grosses gouttes, demandant s'ils vont sérieusement s'infiltrer dans une forteresse pareille. Asebi lui rappelle que si ça se passe bien, il aura le livre de recettes et sa liberté. Jusque-là, il a intérêt à continuer de faire son boulot d'informateur. L'esprit d'Otoka divague vers la tombe sous la pluie. Pour lui, le patron de la taverne n'était pas juste un vieux, c'était un mentor. Il se souvient de l'homme qui lui a appris tout ce qu'il sait sur le métier d'informateur. Otoka dit qu'il veut être celui qui héritera de ce que le vieil homme a laissé derrière lui. Il serre les dents, sa détermination se forgeant. De retour au présent, Asebi garde un œil attentif sur le camp. Il murmure qu'il y a un truc qui cloche dans cette situation. Les sources d'Otoka affirmaient qu'il y avait plus de 20 soldats en poste dans cette garnison. Pourtant, en regardant la porte principale, il n'y a pas l'ombre d'un garde.
La tour de guet et les tentes autour ont l'air complètement désertes. À l'intérieur des murs, l'équipement est éparpillé comme s'il avait été lâché à la hâte. Asebi reste baissé, remarquant qu'un tel silence n'est absolument pas normal. Quelques feuilles volent dans l'air, dans un silence sinistre et anormal. Asebi suggère d'attendre et d'observer, juste au moment où une botte en métal foule le sol du camp. L'œil d'Asebi s'écarquille de choc, puis alors qu'il reconnaît la présence devant eux. Le groupe entier est paralysé alors qu'une silhouette massive et en armure se dresse soudainement devant eux dans le camp désert. Des gouttes de sueur perlent sur le visage d'Asebi alors qu'il lâche dans un souffle « C'est toi ». Un sourire sinistre s'étire sur le visage de l'inconnu alors qu'il salue Asebi, notant que ça fait un bail qu'ils ne se sont pas vus. Otoka panique, réalisant que leur situation vient de passer de mauvaise à complètement désastreuse. Se tenant droit dans une armure argentée étincelante et portant une couronne rouge dentelée, Klaus Hilbert, désormais connu comme le roi, se dévoile. Ses yeux bleus et froids brillent d'une lueur troublante alors qu'il dévisage son ancienne connaissance. Le groupe reste pétrifié alors qu'une silhouette lointaine s'approche depuis les ombres. Asebi transpire à grosses gouttes, écrasé par une pression étouffante qu'il n'avait pas ressentie jusqu'à cette seconde précise. Son esprit s'emballe alors qu'il fixe l'homme, il sait exactement qui il a devant lui. Il se souvient s'être agenouillé dans la salle du trône devant le roi Klaus Hilbert. Klaus appuie sa tête sur sa main avec un air suffisant, paraissant complètement impassible face à ses retrouvailles. Le roi les domine du regard, une couronne rouge dentelée pesant lourdement sur son front. Il brise le silence, demandant pourquoi Asebi reste planté là comme s'il avait vu un fantôme. Asebi pète un câble intérieurement. Klaus a exactement la même tronche qu'il y a des années, alors qu'il devrait être un vieux crouton maintenant. La prise de conscience commence à faire son effet, laissant le visage d'Asebi figé dans un état de choc. Il regarde le visage juvénile du roi et réalise qu'il partage le même secret surnaturel. Fifi parvient enfin à articuler un seul mot, sa voix toute petite et tremblante. Elle tremble tellement qu'elle tient à peine debout, les yeux écarquillés par une horreur profonde. Asebi baisse les yeux vers la gamine, sentant immédiatement qu'elle a capté quelque chose de terrifiant. Fifi pleure maintenant, ses yeux fixés sur le mec qui a détruit sa famille. Klaus garde juste ce sourire narquois et glacial sur le visage, alors que la fille réalise que c'est lui qui a tué son père. Asebi n'hésite pas, il sort de sa torpeur et hurle à tout le monde de se replier immédiatement. Il chope Fifi et tape un sprint, laissant Otoka galérer pour le rattraper. Il aboie sur l'informateur confus, lui disant de juste la fermer et de bouger ses fesses. Le trio fuit dans la forêt dense, mettant autant de distance que possible entre eux et le roi. Klaus ne prend même pas la peine de bouger, se contentant de les regarder courir avec un regard calme de prédateur. Une silhouette encapuchonnée apparaît aux côtés du roi, s'agenouillant en attendant ses ordres. Klaus donne l'ordre simple de les traquer. L'assassin masqué, Ibarra, plisse les yeux derrière un masque de démon à motif rouge. Avec une accélération fulgurante, le tueur disparaît dans les arbres comme une ombre. Asebi et Otoka poussent leurs limites, se faufilant à travers la forêt épaisse. Otoka gueule, complètement paumé sur la raison pour laquelle il fuit leur grande chance de choper la couronne. Asebi serre les dents, expliquant que rien n'est jamais aussi simple que ça en a l'air. Il réalise que les infos qu'ils ont eues n'étaient sûrement qu'un appât pour les attirer dans un piège. Son esprit retourne dans la salle du trône, entendant le roi lui attribuer son nom. Il se souvient du jour où sa vie de chasseur pour la couronne a vraiment commencé. Otoka est toujours en train de souffler et de se plaindre de tous les trophées brillants qu'il laisse derrière eux. Il se demande si le roi n'avait pas encore plus de morceaux de dragon sur lui qu'il ne le pensait. Asebi ignore ses jérémiades, se concentrant entièrement sur la gamine terrifiée dans ses bras. Fifi sanglote, réalisant qu'il n'y avait pas que la couronne. Les bagues et l'épée faisaient aussi partie de son père. Les larmes coulent sur son visage alors qu'elle se rappelle l'aura écrasante qui émanait de cet homme. Elle est paralysée en réalisant que le corps de son père est utilisé comme de vulgaires trophées. Asebi garde les yeux fixés droit devant, son expression s'assombrissant à chaque pas. Il sait qu'on ne peut pas lui en vouloir. Le monstre qui a massacré son père se tient juste derrière eux. Il pose doucement une main sur sa tête, lui offrant le maigre réconfort qu'il peut pendant leur fuite. Il serre la mâchoire, son esprit concentré sur le danger immédiat qui les traque. Il sait qu'avec Klaus, la moindre faille signifie une mort certaine. Le groupe continue sa fuite désespérée, sachant qu'ils doivent s'éloigner le plus possible. Soudain, un violent sentiment de danger frappe Asebi en plein dans le mille. Il hurle au groupe de s'éparpiller juste au moment où une force monstrueuse déchire le sol là où il se tenait. Une violente explosion de poussière et de débris éclate, engloutissant complètement le sentier. Otoka est balancé sur le dos, appelant désespérément Asebi à travers la fumée. Une silhouette solitaire émerge de la poussière retombante, marchant avec une assurance calme mais mortelle. L'intrus porte un masque blanc au motif rouge dentelé, se foutant des instincts aiguisés d'Asebi. L'assassin réduit la distance pendant qu'Asebi prend une position défensive dans les arbres. Asebi s'accroupit sur une grosse branche, protégeant Fifi avec son corps alors qu'il fixe la menace.
Son cœur se serre alors qu'il réalise exactement qui est venu finir le boulot. Ibarra fait remarquer que même si Asebi a l'air jeune, ses mouvements ont perdu le tranchant mortel qu'il avait autrefois. L'attaquant continue de narguer Asebi, soulignant que ses compétences se sont émoussées avec les années. Asebi plisse les yeux, sachant que si le roi est impliqué, ce mec ne serait pas loin derrière. Il tient sa position, s'adressant à l'ombre qui a enfin fait un pas dans la lumière. Prenant une décision en une fraction de seconde, Asebi dit à Otoka de prendre Fifi et de fuir pendant qu'il gère la situation. Il saute à terre et dégaine ses lames, se préparant à un combat qu'il sait d'avance brutal. Fifi essaie de l'appeler, mais il lui aboie l'ordre de reculer et de rester à l'abri. Otoka attrape la gamine, le visage livide alors qu'il essaie d'assimiler l'aura écrasante de l'assaillant. Il reconnaît la tenue et le masque, il sait qu'ils ont affaire à quelqu'un qui n'est pas de leur niveau. Otoka identifie le nouveau venu comme l'un des assassins personnels d'élite du roi. Ce n'est pas n'importe quel tueur, c'est un mec qui combattait côte à côte avec Asebi en tant que camarade. Asebi foudroie du regard ce fantôme de son passé, notant que ça fait un bail qu'ils ne se sont pas croisés. Il prononce le nom de son ancien partenaire, Ibarra. Un homme en capuche blanche avec un masque à motif de démon se tient dans la forêt, sa présence lourde. Asebi le fixe, se rappelant de l'homme qu'il a entraîné à l'époque où il était encore assassin. C'est Ibarra. S'il est encore en activité à son âge, Asebi sait que ses compétences n'ont pas diminué d'un poil. Essayer de s'échapper de la toute en protégeant, Fifi ne va pas être de la tarte. Ibarra se moque de cette histoire de vieille amitié. Hors de question qu'il les laisse filer. Il traite Asebi de traître pour avoir tourné le dos au roi et pour s'être mêlé de leur boulot. Dans un élan soudain, Ibarra attaque, disant qu'Asebi n'est rien d'autre qu'un caillou à écraser. Les deux s'affrontent, leurs lames et leurs mouvements devenant flous alors qu'ils échangent des coups. Une petite coupure s'ouvre sur le ventre d'Asebi. Ibarra est rapide. Ibarra ne lui laisse pas une seconde pour souffler, faisant pleuvoir un barrage de coups. Asebi serre les poings, se préparant à la prochaine ouverture. Il lance un coup de poing, mais son mentor lit facilement le mouvement et esquive. Ibarra lance un fauchage bas, maintenant la pression alors qu'Asebi galère à suivre la cadence. Ibarra bondit en arrière, atterrissant gracieusement sur une branche d'arbre au-dessus. Il le regarde de haut et dit à Asebi que s'il était encore dans la fleur de l'âge, ce dernier coup aurait pu en finir. Mais maintenant, il n'est plus qu'un clébard au croc brisé, à l'air pathétique. Asebi se contente de le foudroyer du regard. Ibarra lui dit de ne pas s'en faire. Ses instincts finiront bien par revenir. La tension dans la clairière est palpable alors qu'ils se font face à nouveau. Depuis la touche, l'informateur observe le duel avec la boule au ventre. Il est inquiet de voir Asebi se faire repousser si facilement. Fifi n'est pas du tout inquiète. Elle lui dit qu'Asebi va bien s'en sortir. Elle sait qu'il est fort et qu'il ne perdra contre personne. Même avec ça, l'informateur ne peut s'empêcher de suer. Il sait à qui ils ont affaire. Soudain, il sent quelque chose derrière eux. Avant de pouvoir réagir, un groupe de soldats les encercle. Asebi remarque le grabuge, son attention se détachant d'Ibarra. Les soldats plaquent l'informateur au sol et soulèvent Fifi en l'air. Ils interpellent Ibarra, célébrant le fait qu'ils ont capturé l'enfant dragon. Ibarra regarde, affichant une froide curiosité. Un soudain mouvement flouffe en l'air. Asebi bouge avec une vitesse explosive, laissant le sol fissuré là où il se tenait. Les yeux d'Ibarra se plissent derrière son masque. Il voit la détermination d'Asebi changer. L'un des soldats fait tomber le chapeau de Fifi, révélant ses oreilles de dragon à tout le groupe. Les soldats sont stupéfaits. C'est vraiment un enfant dragon. Ibarra leur dit qu'il devrait faire un rapport au roi immédiatement. Asebi ne laisse pas faire. Il plonge dans la mêlée avec un regard d'une pure concentration. Son œil brille d'une lueur intense alors qu'il réduit la distance en un battement de cœur. Un coup de pied surpuissant fait mouche, envoyant valser le soldat qui tenait Fifi. La force de l'impact fait rouler le mec dans la poussière. Le soldat est mort de peur, regardant le monstre qui vient de le frapper. Le regard d'Asebi est glacial. Il a fini de jouer. Il lui cale un autre coup de pied, s'assurant que le soldat reste au tapis pour de bon. Asebi rattrape Fifi et la serre contre lui pour la protéger, le regard plein de défiance. Asebi campe sur ses positions, ses yeux brûlants d'une intensité qui égale celle de son ancien mentor. L'informateur est complètement secoué, ayant du mal à croire qu'ils affrontent des soldats impériaux au milieu de nulle part. Asebi garde Fifi tout près, son corps positionné pour encaisser n'importe quel coup qui lui serait destiné. Ibarra observe depuis les ombres, reconnaissant que même à la retraite, Asebi bouge toujours comme un mec en service actif. Asebi est très clair, il ne laissera personne toucher à Fifi, et encore moins Ibarra. Il crie sa défiance, déclarant que même le roi ne se mettra pas en travers de son chemin. Ibarra reste calme, son visage masqué cachant la moindre réaction face à cette menace. Il se fout de la gueule d'Asebi, le traitant d'imbécile qui a choisi de retourner dans le monde de la violence après en être enfin sorti. Puis il pose une question qui pique. Asebi fait-il toujours une fixette sur cette fille de son passé?
Asebi ne répond pas, son silence en dit long. L'informateur observe, confus par le passé qu'il partage de toute évidence. Ibara qualifie sa détermination de pathétique, affirmant qu'avoir un cœur est une faiblesse fatale pour un assassin. Asebi lui répond juste que tout ça n'a plus d'importance. Il n'est plus un assassin. Fifi lève les yeux vers lui, sentant le poids de ses mots. Asebi se tourne vers le groupe et leur dit qu'il est temps de bouger. Ils disparaissent dans les arbres, laissant les soldats derrière eux dans la clairière. L'un des soldats demande s'ils doivent les poursuivre tant qu'ils ont encore leur piste. Ibara leur dit que non. Ça n'en vaut pas la peine. Il explique que pourchasser un homme comme Asebi maintenant ne ferait que leur faire perdre de bons soldats. Le capitaine a l'air surpris par la décision, mais n'ose pas discuter. Pour Ibara, les soldats ne sont que la propriété du roi, et il ne va pas les gaspiller dans une course-poursuite inutile. Il regarde son masque, fissuré et jeté sur le sol de la forêt. Le visage à découvert d'Ibara est sévère. Il se jure que la prochaine fois, il finira ce qu'ils ont commencé, tant que ce sera le souhait du roi. Il sait que les désirs de sa majesté sont absolus, et il ne vit que pour les accomplir. Loin dans les bois, l'informateur souffle toujours comme un bœuf, épaté qu'il s'en soit sorti. Il n'arrive pas à croire à quel point le vieux pote d'Asebi leur a donné du fil à retordre, et il ne se gêne pas pour s'en plaindre. Il demande à Asebi s'ils étaient en mauvais termes à l'époque, mais Asebi reste distant. Asebi donne juste une réponse évasive pendant qu'il continue d'avancer. Il regarde sa main, ressentant toujours le poids fantôme du passé. Fifi reste silencieuse, observant l'homme qui a tout abandonné pour la protéger. Les mots d'Ibara sur la fille résonnent dans l'esprit d'Asebi, l'éloignant du présent. Fifi penche la tête, remarquant que son protecteur est parti loin dans ses pensées. L'expression d'Asebi s'adoucit l'espace d'un instant, alors que les souvenirs commencent à affluer. Il se souvient des odeurs et des images d'une époque bien avant qu'il ne devienne une légende. Un seul pétale de fleurs dérive dans le vide blanc de sa mémoire. Dans son esprit, il voit une jeune vendeuse de fleurs se tenant dans la lumière, vestige d'une vie qu'il a connue. Il y a 50 ans, les terrains d'entraînement du Château Royal étaient un monde totalement différent. Un jeune Asebi est en plein dedans, s'entraînant avec tout ce qu'il a dans le ventre. Un rapide balayage du pied le déséquilibre. Il s'écrase dans la poussière alors que l'autre recrue se dresse au-dessus de lui. Il claque la langue, regardant depuis le sol, frustré. Une lame pointe droit vers son visage avant même qu'il ne puisse songer à se relever. Son instructeur le domine, le soleil aveuglant derrière sa tête. La séance est suspendue, laissant Asebi chercher son souffle sur l'herbe. L'homme s'adresse à lui uniquement par « numéro 4 ». Il lui dit qu'il bouge encore par pur réflexe et qu'il doit mettre de l'intention dans chaque action. Autour d'eux, le reste de l'unité continue de s'entraîner dans ce même silence de plomb. Asebi se contente de serrer la poignée de son épée, transpirant sous la pression intense. Il lâche un hochement de tête sec, acceptant la critique sans un mot. C'était à l'époque où l'unité des roses de cendre n'était encore qu'une idée sur le papier. Mais il n'avait pas toujours été formaté pour être une arme. C'était un orphelin d'un village frontalier qui s'est fait rayer de la carte lors d'une escarmouche. Sans nulle part où aller, il a rejoint l'armée à 10 ans pour avoir un toit et un repas. Sa vie s'est résumée au mur de la caserne. Sa mère n'a pas essayé de l'en empêcher. Une bouche en moins à nourrir, c'était une meilleure chance pour les autres. Il a appris très tôt que chaque bol de nourriture était une chose qu'il devait mériter. Il passait ses nuits à fixer la lune, pensant à la maison qu'il avait laissée derrière lui. Il pouvait encore l'entendre lui dire de garder le sourire, peu importe à quelle distance il se trouvait. Il restait étendu là dans l'obscurité, laissant ses mots faire leur chemin en lui. Il s'avère que ce furent les toutes dernières paroles qu'elle lui a dites. 9 ans plus tard, il est toujours en service, contemplant la ville depuis un haut balcon. Asebi a grandi, assis sur la rambarde pendant qu'il regarde le monde tourner. Sa force a finalement fait de lui un candidat pour la garde personnelle du roi. Mais ce prestige ne signifiait pas grand-chose pour lui en observant les gens en bas. Un cri soudain venant de la rue brise le calme. Quelqu'un en bas supplie pour qu'on lui rende ses affaires. Il baisse les yeux et voit 2 racailles coincer une petite fille dans une ruelle. Ils lui ont arraché son panier de fleurs, saoulé qu'elle n'ait pas d'argent liquide sur elle. La gamine hurle qu'elle n'en a pas vendu une seule de toute la journée. Elle est morte de peur, mais ne se laisse pas démonter par ces types bien plus grands qu'elle. Les connards ne gobent son histoire, exigeant qu'elle lâche tout ce qu'elle cache. L'un d'eux ricane, perdant patience avec la gamine. Il dégage le panier de ses mains d'un coup de pied, la traitant de bonne à rien alors que les fleurs s'éparpillent. Elle ne peut qu'observer, choquée, son travail de toute une journée ruiné. Un seul pétale vole dans les airs. En un éclair, Asebi se tient juste derrière elle, rattrapant le panier avant qu'il ne touche le sol. Les lascars se figent en réalisant qu'ils ont affaire à un soldat du château. Asebi les foudroie du regard, leur demandant ce qu'ils croient foutre exactement. Les voyous ne traînent pas pour découvrir ce qu'un soldat du château va leur faire. Ils se barrent à toute vitesse, fuyant la ruelle. Asebi les regarde partir, droit dans son uniforme avec un bouquet de fleurs curieusement perché sur sa tête. Il lâche un petit soupir,
pas vraiment dérangé par cette course rapide. La petite fille se met à pouffer de rire en levant les yeux vers son sauveur. Elle lui fait remarquer qu'il a carrément une couronne de fleurs posée sur ses cheveux maintenant. Il se contente de la regarder, ne captant sûrement pas à quel point il a l'air ridicule sur le moment. Elle le remercie encore, lui disant qu'il a vraiment sauvé sur ce coup-là. Il balaie ça d'un revers de main, disant que maintenir l'ordre fait juste partie du devoir d'un soldat. Tout en disant cela, ses yeux se posent sur le bordel au sol. La gamine pointe du doigt une seule fleur jaune que les racailles ont écrasée pendant l'embrouille. Il regarde la fleur aplatie, son expression illisible. Il se baisse et ramasse la fleur bousillée avec sa main gantée. À sa grande surprise, il lui demande combien elle coûte exactement. Elle reste bête une seconde, se demandant pourquoi il voudrait un truc déjà foutu. Puis, un sourire énorme illumine son visage. Elle commence à sautiller, se sentant visiblement beaucoup mieux. Elle sort une pièce, expliquant qu'elle avait planqué son argent pour ne pas se le faire voler. Il lui fait un petit signe de tête, impressionné par la prudence de la gamine. Elle lui sourit de toutes ses dents, fière de sa débrouillardise de la rue. Au lieu d'une petite pièce, il lâche plusieurs gros billets dans son panier, bien plus que ce que vaut la fleur. Il lui dit qu'écrasée ou non, une fleur reste une fleur. Il ajoute qu'elle devrait utiliser le rab pour s'acheter un peu de pain. La gamine le regarde avec un choc absolu face à cette générosité. Son visage s'illumine quand elle réalise ce qu'il vient de faire. Elle fait signe de la main et lui hurle un énorme merci alors qu'il commence à s'éloigner. Il retourne vers le château, cette rencontre s'effaçant déjà de son esprit. Il regarde la fleur jaune dans sa main, silencieux comme à son habitude. En traversant les jardins du palais, il la regarde encore une fois. Une voix l'interpelle. C'est le roi, Klaus Hilbert, se tenant là dans ses vêtements royaux. Asébi s'incline immédiatement, disant à sa majesté que ce n'était rien d'important. Klaus le regarde et fait la remarque que c'est un cadeau plutôt basique à recevoir d'une femme. Il réalise que la gamine a dû glisser une autre fleur dans sa ceinture sans même qu'il s'en rende compte. En fait, elle l'avait discrètement faufilée là comme un petit remerciement bonus quand il avait le dos tourné. Il s'excuse rapidement, disant qu'il comptait la jeter. Klaus lui dit que si l'unité des roses de cendre devient officielle, il sera ses bras et ses jambes. Le roi ajoute que même un candidat comme lui a besoin de se reposer de temps à autre. Asébi prend note de l'ordre, gardant la tête baissée. Mais là, le ton de Klaus change, lui disant de ne pas trop baisser sa garde. Un sourire fin et glacial s'étire sur le visage du souverain. Il dit qu'il a de grandes attentes envers lui. Asébi promet de faire plus attention alors qu'il se tient devant son roi.